Ho, ho, ho. Mais je recommence. Boudou con. Ça enregistre là? Ok, c'est parti. Bonjour Toulouse, c'est le Père Noël. Puisque vous avez été sage, cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. C'est un phénomène national. Le stand-up explose en France. Des salles pleines, des micros ouverts, des rires partout. Ici, à Toulouse, on n'est pas en reste. On joue et on rit aussi. Du Zénith à la Petite Comédie, en passant par la Cabane ou le Flashback Café, de nouvelles voix se font entendre. Des talents émergent. Cette semaine, on reçoit l'un d'entre eux. Il est au micro de Sophie Sarance. Il transforme ses failles en force, ses doutes en rire, ses galères en punchline. Il parle de rugby, de Toulouse, de famille, de sa dyslexie. Il ne s'interdit rien. Son spectacle s'appelle Artichaut. Feuille après feuille, il se dévoile avec humour, émotion et générosité. Il s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Salut, je m'appelle Thomas GT, je suis comédien, humoriste, toulousain surtout. Quoi de neuf, j'ai joué aux Zénith de Toulouse en première partie de Mamie Paillette hier soir. Et dans un mois, je joue juste en face, à la Cabane. On va revenir un peu sur ton histoire, si tu le veux bien. Tu te décris comme un enfant timide, mais tu faisais déjà rire tes camarades à l'école. C'était quoi ton rapport à l'humour à cette époque ? L'humour, pour moi, c'était ma manière de dire bonjour et mon moyen de défense aussi. C'est vrai que cette timidité-là, en fait, je l'ai combattue comme ça. Quand on me voit aujourd'hui, et même à l'époque, personne pensait que je pouvais être timide parce que j'allais vers les gens en faisant une blague. Mais c'était plus un moyen de créer du lien et de triper avec les gens. Et ça me permettait aussi de savoir à qui j'avais affaire en face de moi. La manière dont la personne va répondre, surenchérir ou pas du tout comprendre le second degré de ma blague, quoi. Tu as commencé classiquement. Alors après un master en management, tu as fait un stage dans un cabinet de conseil à Paris. Et puis tu as tout plaqué pour l'humour. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ça ? Et tes parents, ils ont dit quoi ? Figure-toi que justement, c'est fou parce que hier, je distribuais des flyers à la sortie du Zénith de Toulouse. Et il y a un mec avec un accent anglais qui me voit et qui me dit « Tiens, Thomas, incroyable, tu te souviens de moi ou pas ? Gary ?» Et là, je dis, putain, je vois qui c'est ce gars, mais je me rappelle plus d'où. Et Gary, c'était le directeur technique de Blue Nove. C'est le cabinet de conseil dans lequel j'ai fait 6 mois de stage à Paris. Et genre, il avait capté que je partais dans un délire artistique, mais on s'était plus jamais revu, plus jamais une nouvelle. Il me dit, mec, là, je te vois sur le Zénith. Puis c'est incroyable, mec. Je Bravo. le savais. Bravo, mec. Mais tu réussis, quoi. Je dis, attends, il y a quand même du chemin, mais donc c'était fou. Et hier, justement, cette phrase que tu viens de me dire, en une rencontre, ça m'a refait un peu le parcours de ces 6 dernières années. Et c'est vrai que j'ai fait un master à l'IAE de Toulouse, marketing, management, 5 ans d'études. À partir du master 1, quand même, je sentais que j'étais pas à ma place. Donc j'ai commencé à me poser des questions, mais j'ai quand même fini parce que je me suis dit, on y est, quoi. Et puis je suis monté à Paris pour ce fameux stage de fin d'études avec Gary. Et puis ça me plaisait pas du tout. Par contre, ça m'a permis de découvrir Paris, une autre ville, une autre manière de vivre, avec beaucoup de théâtre, beaucoup de comédie club. Il y avait vraiment une offre beaucoup plus importante par rapport à Toulouse il y a 6 ans, alors qu'aujourd'hui c'est quand même bien développé. Et j'ai vu que les cours Florent dont je rêvais à Toulouse, c'était pas si fermé que ça, que les gens qui montaient sur scène, c'était finalement des gens comme toi et moi. Je me suis dit, vas-y, tente le coup. Et donc j'ai convoqué mes parents. J'ai dit, bon voilà, je suis diplômé du master à l'IAE, mais c'est pas ça que je veux faire. J'aimerais faire du théâtre, aller au cours Florent. Et ils ont pas paniqué ? Et franchement, j'ai de la chance parce que ils m'ont dit franchement, bon, ça se voyait que t'étais pas non plus trop dans ton mood, t'es allé jusqu'au bout, t'as été sérieux, on te fait confiance, on sent que c'est vraiment un truc qui t'anime, donc vas-y, let's go. Et en plus, ils m'ont soutenu, donc c'est génial. Et donc ensuite, tu as fait le cours Florent, puis l'Académie de l'humour. Alors j'ai du mal à me rendre compte, ça ressemble à quoi une formation pour apprendre à être drôle ? Alors justement, Il y a des cours théoriques, des cours magistraux. C'est la première phrase qui me disait, vous êtes pas ici, on va pas vous apprendre à faire rire les gens. Par contre, on va vous apprendre à aller chercher en vous ce que vous voulez vraiment dire et ce qui fera que, par votre sincérité, ce sera drôle. Et donc ça, j'ai aimé cette approche-là aussi. En fait, vous allez pas être des génies de l'humour juste parce que vous avez fait 9 mois chez nous. On peut pas apprendre à quelqu'un à être drôle. Par contre, on peut travailler la singularité
travailler son écriture, travailler son jeu, sa mise en scène, rencontrer des gens aussi inspirants. Le rythme aussi, j'imagine. Le rythme, bien sûr, tout ça en fait, c'est ce sur quoi ils nous ont fait travailler et surtout c'est sur la singularité. Moi, Thomas, qu'est-ce qui m'a gêné, qu'est-ce que je veux vraiment défendre, qu'est-ce qui m'a bouleversé dans le sens positif ou négatif du terme. Et ça m'a amené à écrire mon premier sketch sur la dyslexie par exemple, qui après tout ça, on était tous quand même, on était 12, mais si on était là, c'est qu'on a tous quand même cette fibre du second degré et de l'autodérision. Donc le combo sincérité avec autodérision au second degré, c'est là où est né l'humour et c'est là où cette formation m'a beaucoup apporté pour faire un vrai step vers mon spectacle. Donc t'en gardes un bon souvenir de l'Académie de l'humour. J'en garde un excellent souvenir. S'il y en a qui nous écoutent, qui veulent se lancer, il y a des stages qui sont faits. C'est géré par une dame, Aude Gallou, qui est formidable. Et bienveillance, professionnalisme et vraiment ça a été pour moi un booster. Tu pourrais en monter une à Toulouse, Académie de l'humour? Alors, quand je vois l'investissement que c'est vrai que j'ai appris les quelques dernières années à me focus quand même sur quelques gros projets, notamment mon spectacle. J'étais un peu habitué, notamment j'avais lancé une série à Toulouse pendant le Covid qui s'appelait Demain en rose, où j'allais rencontrer les commerçants. Alors moi je voulais absolument pas lâcher Toulouse, donc j'étais au cours Florent, je faisais Demain en rose à Paris, puis je faisais un petit peu des comédie clubs ici. Au bout d'un moment tu dis en fait tu fais tout un petit peu bien, mais tu fais rien excellent, on va dire. Voilà, se disperser, tu te perds un peu quoi. Voilà, donc je me suis dit allez, focus spectacle. Donc pourquoi pas plus tard transmettre, mais pas pour l'instant. Donc dans ton spectacle, tu le disais, tu parles beaucoup de ta dyslexie. Dans une chronique pour Santé Magazine, j'ai trouvé que tu avais fait une comparaison hyper claire pour expliquer comment fonctionne ton chemin de pensée. Alors, un indice pour aller d'un point A, comme Toulouse, à un point B, comme Bordeaux, va prendre le chemin le plus court. Tu peux nous expliquer ce que ça donne pour une personne 10 ? Parce que pour moi, ça a été l'image que tu donnes est ultra claire. Ah, mais ça me fait plaisir parce que ce truc-là, c'est une chronique écrite que j'avais faite. C'est la première fois qu'on m'en confiait une. Et j'ai adoré, pour un dyslexique, tu vois, écrire une chronique. Et c'est vrai que ça m'a permis, même moi, encore aujourd'hui, j'apprends des choses et ça me permet de clarifier des fois mon trouble, le fait d'en parler. Et c'est vrai que j'ai trouvé cette métaphore d'un GPS. Donc un indice, comme t'as dit, Toulouse A, Bordeaux B. C'est tout droit. Il va tout droit, ouais. Moi, tu me dis on va à Bordeaux, je vais passer par Caen, puis par Lille, je vais faire une bise à Rouen, on va aller checker s'il y a Biarritz, s'il y a des vagues, faire une bise à Joule à Marseille, et après on va se dire ah putain c'est vrai qu'en fait je devais aller à Bordeaux, donc allons à Bordeaux depuis Marseille, alors qu'on était à Toulouse. Et donc tout ce chemin-là en fait, ça fait que on va plus lentement que les autres. On réfléchit plus, on a une manière de penser qui est différente, et c'est vrai que ça fait que on est plus lent, on va moins vite, le cadre scolaire est pas fait pour nous parce que les profs, encore qu'aujourd'hui de plus en plus, mais comprennent pas forcément ce chemin de pensée. Par contre, une fois qu'on a un peu compris comment fonctionne, tous ces virages, tous ces chemins de pensée, ces virages-là sont souvent ceux qui nous permettent d'avoir un peu j'aime pas trop cette expression, mais d'avoir cette idée un peu out of the box, parce que je suis bilingue. Bah oui, avec Gary, forcément. Mais en tout cas, tous ces virages-là, sont souvent ces virages qui nous permettent d'avoir des carrières plus artistiques parce que peut-être que j'ai perdu du temps en allant à Rouen et à Lille, mais en allant à Rouen et à Lille, j'ai vu une belle cathédrale, j'ai mangé un bon plat et tout ça c'est des images, mais quand tu fais ça cérébralement, en fait ces chemins-là sont plus longs mais nous entraînent aussi à vraiment ne jamais rien lâcher, à avoir on est persistant, on est jusqu'au boutiste. Et encore une fois, on est créatif parce que ces chemins de pensée là plus longs nous font penser à des choses auxquelles le 10 a même pas eu l'idée de penser parce que lui, il allait tout droit. Et ce qui est logique d'ailleurs. Donc c'est devenu un atout pour toi ? Pendant longtemps, ça a été un poids. Aujourd'hui, c'est vrai que je peux dire que c'est un atout. Alors, je sais pas si on peut pousser à dire que c'est un atout, mais j'ai envie de dire oui parce que aujourd'hui, surtout, je l'ai accepté. Je suis comme ça, je suis maintenant fier de ma dyslexie. C'était un truc dont je voulais absolument pas parler, j'en avais honte. Ma mère en réunion parents-prof qui me foutait la honte en disant à peine on venait d'être très installé. Alors Thomas, faut savoir qu'il est dyslexique, d'accord. Donc doucement avec lui, c'est le prof de sport en face. Je dis maman c'est bon, il y a pas besoin de, en fait ça va. Le sport c'est encore autre chose. Le sport c'était bon, tu vois. Mais c'est vrai que c'était quelque chose dont je voulais vraiment pas qu'on parle. Je voulais pas que les copains le sachent parce que t'es vite pointé du doigt en mode t'es le débile, t'es l'idiot du fond de la classe. Et aujourd'hui. Et donc la bascule qui fait que tu te dis je vais en faire de l'humour, au contraire parce que tu fais beaucoup de vidéos autour de ça.
C'est à quel moment que c'est venu ? Ben, la bascule, c'est le moment aussi où j'ai commencé ce chemin artistique, et notamment le chemin à l'Académie d'humour, où ils nous ont dit, bossez sur un truc qui vous a vraiment fait chier. Et moi, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est la dyslexie, qui depuis tout petit me suit. Et donc, la bascule, elle est là, et il y a quand même un truc qui est génial dans le métier d'humoriste ou le métier artistique, c'est que je sens que j'ai évolué en termes d'humain, de par l'artistique. Et du coup, cette recherche-là, de vouloir en savoir plus, a fait que j'ai fait un travail sur moi aussi qui m'a fait évoluer en tant qu'humain. Et l'évolution humaine m'a fait avancer l'artistique. Donc, en fait, c'est très lié et ça se nourrit. Et donc, plus on avance, plus aussi j'ai accepté tout ça. Et plus je revendique ma dyslexie, qui est en fait ma différence et qui est la différence de beaucoup de monde. Alors je dis dyslexique, mais c'est le trouble 10 en englobant. Et on a tous un petit truc des fois qui part dans là où on veut pas. Donc la bascule, elle est là. C'est vraiment un moment où déjà j'ai accepté mon chemin artistique qui était enfoui là, mais que je couvrais un peu et que j'osais pas, j'assumais pas. Ensuite, c'est assumer pleinement qui j'étais avec cette dyslexie en drapeau, quoi. Et puis je suis passé du petit gars au collège notamment qui voulait absolument pas en parler pour pas être différent, au mec qui en parle au Zénith en première partie de Manu ou dans mon spectacle. Donc c'est cool. Tu viens donc de tu vas clôturer, une tournée des Zéniths en première partie de Manu Payette. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous vous êtes rencontrés ? Manu Payette, rencontre de fou. Qui s'est faite dans la plus belle ville du monde, Toulouse. En toute objectivité. En toute objectivité. J'ai une amie humoriste qui faisait ses premières parties dans le Sud-Est qui m'a dit, je pense qu'il va chercher pour Toulouse, est-ce que tu veux que je te mette en contact ? Je dis bien sûr. Et on s'était mais vraiment jamais rencontrés, jamais croisés, il m'avait jamais vu sur scène. Et donc c'était au Casino Barrière en mars 2024. Donc il arrive, il me dit, écoute, salut Thomas, enchanté, je vais faire mes checks son, et puis on discute un peu, il me prend dans sa loge. Il me pose 1000 questions. Tu viens d'où ? Tu fais quoi ? Tu parles quoi dans ton spectacle ? Ok. Enfin, déjà, je me dis, t'es un mec, maintenant, c'est cool. Le spectacle se lance. Je fais ma première partie. Ça se passe bien. Il fait son spectacle. Moi, j'avais invité ma mère et mon meilleur pote. Je l'ai fait descendre en loge. On fait une photo. Et il me dit, mais attendez, vous faites quoi ? Venez manger avec nous. On va manger créole à Cornebarieux. Oui, tout le monde sait qu'on mange très bien créole à Cornebarieux. Bien sûr. Manu Payette est réunionnais. Ma mère, un peu gênée, doucement, rentre. Mon meilleur pote vient avec moi. Et moi, je me dis, on va manger créole à Cornebarieux. Super. On prend la voiture, 20 minutes. Je me dis, on va manger dans un restaurant créole à Cornebarieux. J'arrive, l'adresse. C'était une maison. Je dis, bon, ça doit être là. J'ouvre, la porte était ouverte. 35 personnes dans la maison. Manu, ses potes, il a un de ses meilleurs potes réunionnais qui habite à Toulouse, à Cornebarieux, qui a fait construire une cuisine réunionnaise en extérieur. On était en plein hiver, mars, mais oui, bon. Il faisait pas chaud, quoi. Et il avait feu de bois, les casseroles réunionnaises, curry, rogaille saucisse, et on est parti comme si ça soirée avec Manu et ses amis. Et donc moi je suis un bon vivant, Manu c'est un bon vivant, ses amis aussi, son équipe aussi. Donc on a discuté, on a écouté la musique, on a rigolé. Et à la fin de la soirée, il me dit, mec, mais quand est-ce qu'on se revoit ? C'est génial. Et du coup, le lendemain, ils m'ont envoyé les dates et j'ai fait 15 ou 20 dates sur la tournée précédente avec eux. Et ça se passe comment, la tournée avec lui ? C'est toujours la même ambiance, justement, le côté bon vivant dont tu parlais ? C'est génial, franchement. De ce premier soir-là, évidemment, comme toutes les premières fois, j'en garde un souvenir particulier. Et ça me fait penser à tous les moments qu'on a partagés depuis et les moments qu'on partage en ce moment. C'est peut-être un peu bateau, mais ça fait du bien, quoi. Ça, tu te dis, la vie te met sur ton chemin des gens qui te ressemblent et qui font du bien et qui sont dans le même mood que toi. Et Manu Payette, moi, évidemment, comme tout le monde, je le connaissais de la radio, du cinéma, des spectacles. Mais ce qui m'a fait du bien, surtout, c'est que je me suis rendu compte que j'ai rencontré un gars qui a bientôt 50 ans, on a pile 20 ans d'écart, qui en fait est foutu comme moi, quoi. Émotionnellement, la sensibilité, les réactions, des fois je le vois réagir à un truc et je me dis mais c'est pas, ça me perturbe en fait. Je me dis on est foutu pareil. Et donc c'est une sorte de rencontre avec un parrain, grand frère qui est dans le même mood que moi. J'ai un grand frère de sang qui a lui un autre chemin de vie. Manu, voilà, lui aussi a fait les choses plus doucement. Il a eu un enfant plus tard, il s'est mis en couple plus tard, mais pour autant il est très heureux, il réussit personnellement, professionnellement. Et moi, ça m'a fait du bien, ça m'a rassuré de voir un modèle de réussite, mais d'une réussite qui est pas celle cadrée qu'on nous inculque depuis longtemps, 30 ans, marié, un enfant. Et donc ça m'a une sorte de soulagement de en fait c'est possible, ça existe.
Et en plus, ce mec, il est génial et humainement. Et c'est pas grave d'être génial humainement et d'être gentil. Tu peux quand même réussir professionnellement et être une machine sur scène. Donc, bonheur absolu de me rendre compte de ça. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est l'avant-scène, la scène et puis l'après-scène où Manu est, du coup, le gars comme il est aimé de tout le monde. Tous les restaurateurs de toute la France sont trop contents de le recevoir. Par contre, ça ferme les rideaux à chaque fois, donc j'avoue que je sais pas ce qui est le plus épuisant, c'est le tourbus et le fait qu'on bouge beaucoup en France, ou le fait que ça ferme les rideaux et qu'on fait les cons. C'est les afters un peu. En plus on fait les cons, mais comme des gars de 15-20 ans, quoi. On a l'iPad et on boit juste des bières et on met des musiques qu'on aime et on danse et voilà. Bon, c'est beau en tout cas la manière dont tu en parles. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup ce Zénith à Toulouse, parce que c'est ta ville, tu l'as dit. Ça doit être particulier de jouer dans cette salle immense. C'était comment ? C'était une charge émotionnelle quand même forte, parce que évidemment j'y pensais depuis un moment. Je savais que cette date-là était cochée dans mon agenda, et de rentrer et de voir ces sièges bleus de l'autre côté. Je suis allé tellement de fois dans le Zénith, je me suis remémoré un peu là. Je me suis dit là, t'avais 5 ans, t'as vu Johnny Hallyday. À savoir, je me suis endormi quand même. Concert de Hallyday à 5 ans, mais bon, quand même, merde, Johnny. Là, j'ai vu James Blunt, j'avais 15 ans. Là, j'ai vu Francis Cabrel, j'avais 20 ans. Et c'est comme si c'était un autre endroit, en fait. Du fait que j'arrive par derrière, que je sois sur scène, que je sois là pour jouer. C'était presque pas le même endroit, pas la même vision. Et je pense que je m'étais aussi préparé pour... je voulais pas passer à côté. Tu vois, par exemple, les 2 fois au Casino Barrière, c'était cool, mais je sortais en mode... Parce que il y a la famille, c'est Toulouse, tu veux vraiment... Donc tu veux peut-être en métro. Là, je m'étais bien préparé et le fait de monter sur scène, Manu m'a lancé comme il fallait. Je suis rentré, les gens m'ont accueilli comme des fous. Et j'ai passé 15 minutes géniales. Bon, et dans un mois, c'est la cabane. La cabane, ça sera pour ton spectacle en entier, pas en première partie cette fois. Ça représente quoi ? Ça représente déjà qu'il va falloir traverser la rue entre le Zénith et la cabane. Moi, je suis déjà épuisé pour toi. Et pareil, ça représente une fierté. Et une fierté d'une promesse que je me tiens. Je pense que vous l'aurez compris, je suis très chauvin, très attaché à Toulouse, à mes racines. Non, j'avais pas du tout remarqué. Et vraiment, quand je rentre à Toulouse, j'ai besoin d'aller au Pont Neuf et de regarder la vue. Et là, je me sens chez moi, tu vois. Et d'être à Paris, maintenant je vis à Paris depuis 6 ans, depuis ce fameux stage de fin d'études, ça a été vraiment un arrache-cœur pour moi de me dire, en fait, peut-être que tu vas pas redescendre de suite. Et à la fois, je suis quand même heureux et c'est là que ça se passe. Mais j'avais quand même, quand j'ai lancé mon spectacle, un point d'honneur à ce que la première du spectacle soit à Toulouse et qu'il y ait toujours une date disponible pour les Toulousaines et les Toulousains. Donc j'ai fait la petite comédie de 55 places pendant 1 an et demi tous les mois. Après on a fait Studio 55 pendant une fois de 200 personnes. Après la grande salle de la comédie est 300. Et là on continue d'évoluer avec la cabane 450. Et c'est mon souhait en fait, je suis trop content de pouvoir évoluer petit à petit dans ma ville avec toujours une place disponible pour les Toulousains et avec des nouveaux théâtres. Et là la cabane c'est quand même un vrai défi, salle, parce qu'elle est grande et c'est une fierté de jouer là-bas, d'être dans la cartoucherie, un lieu mythique toulousain. Donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir découvrir le spectacle. Oui, ça c'est promis. Qu'est-ce qu'il y a dans ce spectacle à part, donc on a parlé effectivement d'être Trouble 10, mais ça parle de quoi ? Artichaut, ça vient mon spectacle s'appelle Artichaut, donc effectivement je parle de dyslexie, je parle de famille, je parle d'amour, je parle de rugby, de Toulouse, mes racines, mais je parle aussi de la valeur du je t'aime. Comment tu le reçois, comment parfois c'est dur à le dire, à le recevoir aussi. Il y a évidemment l'artichaut, une des métaphores c'est le cœur d'artichaut, qui me joue des tours encore aujourd'hui sur le fait que, on a parlé un peu en comparant avec Manu, mais c'est que aujourd'hui des fois j'ai du mal à construire parce que je peux m'attacher très très vite, très très fort pour des histoires où il faut pas s'attacher très 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 fort. Et c'est là la force aussi de l'humour, c'est d'en tourner en dérision et d'en faire un atout. Et d'en faire un atout, voilà. Et j'aime bien dire que feuille après feuille, on arrive au cœur du spectacle. Oh là là. Donc voilà, c'est un mix de tout ça qui est évidemment un chemin de vie qui est le mien, mais j'ai tout fait pour que chacun puisse se reconnaître. Très bien. À chacun, plein de moments. On parle beaucoup de la scène stand-up parisienne. Mais à Toulouse, ça bouge aussi. Enfin, ça commence. Tu t'as dit tout à l'heure, depuis quelques années. C'est une évolution donc que toi tu constates, mais ça peut aller encore plus loin, j'imagine. C'est-à-dire que là, pour l'instant, alors moi je dis ça en tant que public. Il y a quelques années, c'était effectivement difficile de trouver des endroits pour aller voir du stand-up. Maintenant, il y a beaucoup de cafés qui en programment, mais il n'y a pas encore énormément de lieux dédiés à ça. Est-ce que ça me manque ? Mais si on compare, quand je suis parti il y a 6 ans.
vraiment, il y avait très très peu d'offres. Enfin, moi, j'ai découvert mon premier comedy club, c'était à Paris, tu vois, c'est quand même fou. Et aujourd'hui, effectivement, l'évolution, elle est folle. Juste si on compare, il y a tellement de plateaux. Un humoriste toulousain, il peut quasiment jouer tous les soirs. Ah ouais. Mais c'est vrai que ce sont des plateaux, c'est-à-dire que ce sont des plateaux d'humoristes dans des bars. Il n'y a pas encore de comedy club à proprement parler. Ouais, comme le Paname à Paris ou le Cartel. C'est quelque chose qui me chatouille, j'avoue. J'aimerais bien, pourquoi pas en monter un, mais pareil, c'est quand même quelque chose de lourd à porter. Donc, il faut être présent, il faut le faire. Mais je pense que ça va arriver et ça arrivera. Oui, puis c'est ça qui fait vivre, qui donne des vocations, qui fait un humoriste, il progresse s'il est programmé, s'il peut performer tous les soirs. Et le public, il est demandeur de ça, à Toulouse comme ailleurs, quoi, comme à Lyon, comme à Bordeaux, comme à Paris. Mais il y a une belle bande d'humoristes, je pense à Rome Charrette, je pense à Majdi, Elias, qui font vivre justement toutes ces scènes. Et ils sont... moi, j'adore les voir et on discute souvent ensemble. Ils font bouger plein de choses. Il y a le Boudu Comédie qui a fermé là hier, mais qui ont créé pendant des années des choses merveilleuses. Boudu au cinéma, Boudu. Donc ça bouge. Et Toulouse, franchement, c'est un terrain de jeu fou. On va passer à l'interview express. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Alors, Toulouse pour toi, c'est quoi ? Ma famille. Plutôt rive droite ou rive gauche ? Rive droite. Un resto à Toulouse ? Macarel à Saint-Étienne. Plutôt Ernest Vallon ou le Stadium ? Ernest Vallon. Le joueur toulousain qui t'a le plus marqué ? Vincent Clerc, mon idole. Pourquoi ? Pour moi, ça a été une révélation, quoi. Quand j'ai vu ce gars transpercer sa défense contre l'Irlande, et j'ai eu la chance de le croiser 2-3 fois, il était hyper gentil. J'avais des posters de lui. Non, pour moi, Vincent Clerc, c'était l'idole quand même de beaucoup de gens dans ma génération. Mais moi, il m'a marqué par son élégance sur le terrain, sa sympathie, et il était trop fort, quoi. Et un joueur que tu admires aujourd'hui, qui joue encore, on va dire. Ça va être... je sais pas, je te laisse évident, c'est Ange Capuzzo. Non, évidemment, j'aime beaucoup Ange Capuzzo, mais Antoine Dupont, on a la chance d'avoir un monstre de rugby dans notre ville, quoi. C'est incroyable. Ton plus grand rêve en tant qu'humoriste ? Quand j'ai signé avec ma boîte de production parisienne, et je leur ai dit, voilà, vous allez peut-être me prendre pour un gars qui se prend la tête, mais c'est important pour moi de mettre des objectifs hauts. Donc voilà mon objectif. À Paris, c'est l'Olympia. À Toulouse, c'est la Halograin. Ah ouais. Je sais pas combien de temps on mettra, mais voilà où je veux aller. Et même si on n'y va pas, en tout cas, l'idée, c'est qu'on se dirige vers ça. Le goth français de l'humour. Manu Payette. Un humoriste toulousain à suivre. Rome Charrette. Si tu étais maire de Toulouse, ce serait quoi ta première mesure ? Une ligne D pour les travaux. Les Toulousains seront contents. Non, c'est pas ça. J'achèterais tous les partenariats du Stade Toulousain pour offrir des places aux Toulousains et Toulousains. Ah, ce serait bien. Entrée gratuite. Et pour finir, si tu étais un son ? Le bruit de la mer. Quoi de neuf, Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette année. On se retrouve en 2026 pour un nouvel épisode de ce podcast produit et réalisé par l'agence audio créative Kioud. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, profitez de vos proches et portez-vous bien. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je vais préparer ma hotte et je laisse le mot de la fin à Thomas GT. Oh oh oh. Tendresse.